On va présenter ici le principe du moteur diesel, ou plus exactement le principe théorique du cycle diesel, puisque la réalisation pratique est laissée au bon soin des ingénieurs pour que ça fonctionne bien. Alors dans le cycle diesel, on vous dit qu'un cycle diesel classique est composé de deux adiabatiques, d'une isobare et d'une isocore. Et que dans un cycle diesel actuel dit à double combustion, on a ce diagramme-là. Alors dans ce diagramme-là, vous pouvez voir que ici par exemple, vous avez une isocore, et ici aussi. Donc là vous avez les deux isocores, une isobare, et étant donné que vous devez avoir deux adiabatiques, là vous avez une adiabatique et une deuxième adiabatique. Donc ça c'est la description du cycle diesel double combustion. Alors, on vous demande de représenter le cycle diesel classique dans le diagramme PV. Eh bien là, vous n'avez pas le choix en fait, pas tellement le choix. Les deux adiabatiques doivent forcément être, ne peuvent pas se couper, parce que si vous êtes sur une adiabatique et que vous allez sur une autre adiabatique, c'est la même adiabatique. Donc forcément, on a les deux adiabatiques qui sont séparés. Reste à se dire, est-ce qu'on a l'isobare à gauche ou à droite? Pareil pour l'isocore. Là, vous voyez que de ce côté-là, vous avez juste une isocore. Donc forcément, le cycle diesel classique, vous allez avoir une isocore qui va être ici, une adiabatique qui monte comme ça, et puis du coup l'isobare qui va être comme ça. Donc là vous voyez qu'il y a un léger changement à cet endroit-là pour avoir un cycle double combustion et qui modifie légèrement le comportement. Et donc on va étudier ce cycle double combustion pour voir comment est-ce qu'on peut obtenir le rendement correspondant. Alors, la première question qui vous est posée ici concerne de déterminer le rendement en fonction uniquement des températures. Pour faire ça, le plus simple, c'est encore de se faire un petit tableau qui prend en compte toutes les informations qui nous intéressent sur les différents passages en fonction des températures. Donc, quand on va de 1 à 2, on va s'intéresser au transfert thermique à chaque fois et au travail correspondant et à la limite à d'autres quantités qu'on va déterminer par la suite en fonction de ce qui nous intéresse. Donc, de 1 à 2, c'est une transformation adiabatique réversible. Donc, on a 0 ici, ce qui fait que le travail est directement donné par la variation d'énergie interne. Et la variation d'énergie interne, si on la calcule, ça va toujours être du CV delta T, donc ça va être NR sur gamma moins 1, la différence de température, là en l'occurrence T2 moins T1. Donc ça c'est une première chose. Quand je vais de 2 à 3, vous avez une transformation qui est une transformation isocore. Et lors d'une transformation isocore, vous savez que le travail est très facile à déterminer, puisqu'il est nul. Et donc, la variation, le transfert thermique est directement relié à la variation d'énergie interne de 2 à 3. Donc là, c'était de 1 à 2, et vous voyez que cette fois-ci, ça s'écrit NR sur gamma moins 1, T3 moins T2. Quand je vais de 3 à 4, vous avez une isobare. Alors, lors d'une isobare, le transfert thermique est donné par la variation d'enthalpie de 3 à 4. Et la variation d'enthalpie, c'est Cp delta T. Comme vous avez un gaz parfait de coefficient gamma, votre variation d'enthalpie, ça va être gamma NR sur gamma moins 1, ça c'est le Cp, multiplié par la différence de température, donc T4 moins T3. Donc ça c'est bon pour le transfert thermique et le travail, il se calcule relativement facilement. C'est la pression que multiplie la variation de volume, plutôt l'opposé de la pression. Donc ça va être moins Pmax multiplié par V4 moins V3. Et Pmax fois V4 c'est P4V4, donc c'est nRT4. Donc j'ai du moins nR T4, et Pmax fois V3, c'est P3V3, donc c'est nRT3, donc moins T3. Donc j'ai une expression aussi qui s'exprime uniquement en fonction des températures pour ce travail-là. On en arrive au passage de 4 à 5. Ici, j'ai de nouveau une adiabatique, donc là, je vais avoir la variation d'énergie interne de 4 à 5, et cette variation d'énergie interne, c'est NR sur gamma moins 1, T5
moins T4. Et finalement, j'ai le retour pour aller de 5 à 1, qui est une isocore. Sur une isocore, j'ai le travail qui est nul. Là, le transfert thermique qui est la variation d'énergie interne. Et cette variation d'énergie interne, c'est NR sur gamma moins 1, facteur de T1 moins T5. Donc, j'ai toutes les informations qui m'intéressent avec les différents transferts thermiques et le travail. Donc je peux calculer le travail total reçu par mon système. Bah, c'est le travail de 1 à 2, plus le travail de 3 à 4, plus le travail de 4 à 5. Hein, il y a 3 zones pour lesquelles le travail est non nul, puisqu'il y a 2 isocores sur 5 transformations. Et quand j'écris cette expression, vous voyez que le travail, ça va me faire du... alors je vais mettre NR en facteur de tout ça. Je vais avoir du T2 moins T1 sur gamma moins 1. Le travail ici, donc il va y avoir du moins T4 moins T3. Et du plus, le travail j'ai encore celui-ci, T5 moins T4 sur gamma moins 1. J'ai en tout cas une expression qui ne dépend que des températures de gamma et de NR. Donc ça c'est pour le travail. Maintenant il reste à déterminer le transfert avec la source chaude et le transfert avec la source froide. Où est-ce qu'on est en contact avec la source chaude? On est en contact avec la source chaude à ce niveau-là. Et vous êtes en contact avec la source froide à ce niveau-là. C'est quelque chose d'assez habituel. Bah, quand vous êtes en bas dans le diagramme PV, c'est plutôt froid. Quand vous êtes en haut, c'est plutôt chaud. Donc la source chaude, elle est là. Bah, vous avez le Tmax qui est égal à T4 qui est là. Et donc c'est le moment où vous montez le plus en température. C'est le moment où a lieu la combustion dans votre système. Donc QC, ça va être le transfert thermique reçu à la fois de 2 à 3 et de 3 à 4. Donc de 2 à 3, on a une expression qui est là, donc c'est du NR sur gamma moins 1, facteur de T3 moins T2. Et de 3 à 4, c'est le delta H, et donc c'est gamma fois, puisque j'ai le NR sur gamma moins 1 qui peut être en facteur, T4 moins T3. Donc avec ça, on a une expression du QC, et il ne me reste plus qu'à écrire le rendement. Le rendement, c'est ce que je veux, c'est-à-dire la valeur absolue du travail, donc moins le travail, divisé par ce qui m'a coûté, c'est-à-dire justement ce QC. Vous voyez que les NR vont assez sympathiquement se simplifier. Le gamma moins 1 va être en facteur de ce qu'il y a là-haut dans le travail. Donc, on va appeler ça 1. Hop, comme ça je ne le recopie pas tout de suite. Et je divise par cette expression-là. Donc T3 facteur de 1 moins gamma plus gamma T4 moins T2. Et donc le gamma moins 1 en le rentrant là-dedans, ça va assez sympathiquement se simplifier. Donc j'ai du T2 plus T5 moins T1 moins T4 moins gamma moins 1 T4 et plus gamma moins 1 T3 divisé par T3 facteur de 1 moins gamma plus gamma T4 moins T2. Donc là, il n'y a plus que du gamma et les températures. Alors ça simplifie encore un tout petit peu, puisque le T4 qui est là va partir avec celui-ci. Donc j'ai du T2 plus T5 plus gamma moins 1 T3 moins T1 moins gamma T4. Et en dessous, j'ai du T3 facteur de 1 moins gamma plus gamma T4 moins T2. Donc j'ai une expression du rendement qui dépend uniquement des températures et de gamma. Donc là, on a déjà fait le plus dur, on a fait l'étude du cycle avec toutes les transformations. Vous voyez, c'est très cadré. Il suffit de, à chaque fois, déterminer qu'est-ce que vous avez comme type de transformation. Donc, quels sont les liens que vous pouvez faire, soit avec H, soit avec U, puisque ceci, vous avez les expressions directement du delta U et du delta H pour votre gaz parfait, ce qui permet de faire le lien avec les températures. Donc ça, c'est vraiment la méthode à toujours utiliser.
Alors, dans la question 4, on vous demande de déterminer numériquement les différentes températures. On a déjà T1 et T4, il faut déterminer T2, T3 et T5 pour en déduire la valeur du rendement pour l'application numérique directe. Donc, comment est-ce qu'on fait? Déjà, vous avez T1 ici. Vous avez une adiabatique réversible à cet endroit-là, et donc on va pouvoir avoir des informations. Si j'ai une information sur la température et j'ai aussi une information sur le rapport des volumes, je vais pouvoir utiliser des choses. On va essayer de se placer là, je devrais avoir assez de place pour en faire un petit peu au moins. Donc de 1 à 2, on a une adiabatique réversible, ce qui veut dire que PV puissance gamma est égal à une constante. Moi je m'intéresse aux températures, donc je vais remplacer la pression par T sur V. Donc j'ai T1 V1 puissance gamma moins 1 qui doit être égal à T2 V2 puissance gamma moins 1. Et donc j'ai T2 qui est égal à T1 que multiplie V1 sur V2 à la puissance gamma moins 1. Et donc c'est T1 multiplié par ce A à la puissance gamma moins 1. Et donc si je fais l'application numérique correspondante, on va se rendre compte, parce que le taux de compression est important, que la température atteinte va déjà être relativement importante. Donc on a un T1 de 293, on multiplie par 19 à la puissance 0,4. Alors 0,4, voilà, et ça fait du 950 Kelvin. Donc on a une température T2 qui est déjà très importante. Alors pour obtenir T5, alors on a T4, on a une adiabatique réversible. Le problème c'est que on ne va pas connaître ce qui va se passer entre ces deux volumes-là pour V4 et V3. Donc ça pourrait être intéressant de travailler peut-être en pression. Il va falloir faire des liens, il va falloir réfléchir un petit peu à comment relier ces choses-là. Alors déjà, on va pouvoir relier de la même manière T4 et T5 en disant que, donc c'est bien T5 qu'on a encore à calculer, T5 pour la même adiabatique, ça va être T4 multiplié par V4 sur V5 qui est égal à V1 à la puissance gamma moins 1. Mais j'ai pas V4 pour le moment. Alors, j'ai quand même une information qui est l'histoire de cette pression maximale à cet endroit-là. Comment est-ce que je peux relier ces choses-là? Je sais que P3, V3, c'est NRT3, inconnu au bataillon pour le moment. P4, V4, c'est NRT4. Inconnu, celui-là je le connais par contre. Et quand je fais le rapport, je vais avoir le rapport V4 sur V3 qui est égal à T4 sur T3. T3 je ne le connais pas encore, mais V3 c'est V2. Donc en fait, je vais avoir une information, mon V4, je peux l'exprimer en fonction de V2, et vous voyez que V4, ça va être T4 sur T3 fois V2, et donc en le remplaçant là-dedans, je vais déjà avoir une information qui m'arrange, donc j'ai toujours mon T4, j'ai T4 sur T3 à la puissance gamma moins 1, et j'ai le fameux V2 sur V1 à la puissance gamma moins 1, et donc je me retrouve de nouveau avec mon 19 à la puissance gamma moins 1. Déjà, si j'ai T3, j'aurai automatiquement T5. Donc il va falloir utiliser encore quelque chose. J'ai déjà utilisé le fait que ici j'ai une isocore, puisque j'ai remplacé ce volume V5 par V1, donc ça c'est déjà utilisé. J'ai utilisé le caractère isobar à cet endroit-là. Il va donc falloir essayer d'utiliser ce caractère isocore ici. Et pour utiliser le caractère isocore, donc j'ai P2 V2 qui doit être égal à NRT2 et j'ai P3 et V2 qui est égal à NRT3. Bon, si je fais le rapport des deux, j'ai P2 inconnu sur P3 connu puisque c'est Pmax qui est égal
à T2 qui est connu, puisque je viens de le calculer là, divisé par T3 qui est inconnu. Alors comment est-ce que j'obtiens P2 là-dedans? Vous voyez que de proche en proche, il faut que je divide le fil et que je détermine les grandeurs. Bon, alors P2, P2 lui par contre c'est relativement facile puisque 1 à 2 c'est une adiabatique réversible et je dois donc avoir P2 V2 puissance gamma qui est égal à P1 V1 puissance gamma. Et je vais me retrouver avec P2 qui est égal à P1 fois V1 sur V2, c'est-à-dire A à la puissance gamma. D'ailleurs, du coup, là, je me suis trompé, c'est pas A, mais c'est 1 sur A que j'ai à cette puissance gamma moins 1. Donc, je connais P2. Si je connais P2, eh ben, je connais T3. Hein, donc, T3, c'est égal, si je le fais passer là, à T2 que multiplie P3 sur P2. Et P2, c'est P1 fois puissance gamma, c'est donc T2 fois P3 sur P1 multiplié par A à la puissance moins gamma. Donc si on fait l'application numérique pour notre T3, donc on a T2 qui vaut 950 Kelvin multiplié par P3 qui vaut 65 bars divisé par 1 bar, donc j'ai pas besoin de le convertir en Pascal parce que la division par 1 me simplifie la vie, divisé par A, donc 19 à la puissance 1,4. Quand on fait l'application numérique, on trouve à peu près quasi exactement 1000 Kelvin. Donc on a bien une température qui est inférieure à la température Tmax qui monte jusqu'à 2000 Kelvin, ce qui est relativement important, 1700 degrés Celsius, 1800 degrés Celsius même, vu les valeurs. Et donc on a T3, et on a dit qu'une fois qu'on avait T3, on avait T5 aussi, puisque ça s'écrivait T4, donc T4 qui est de 2173 multiplié par le fameux 2173 divisé par 1000, donc on va faire 2,173 à la puissance gamma moins 1, donc à la puissance 0,4 multiplié par 1 sur A, donc divisé par 19 à cette même puissance 0,4. Donc si on le met ensemble, voilà, et ça me donne un T5 qui est aux alentours de 910 Kelvin, ce qui semble relativement cohérent. Donc ça nous permet d'obtenir les différentes valeurs des températures. Et une fois qu'on a les différentes valeurs des températures, il ne reste plus qu'à les mettre ensemble. Donc on a dit T2. T2 c'est 950. T5 c'est 910. Gamma moins 1 ça fait 0,4. Multiplié par T3, et T3, on a dit, c'est 1000. Donc déjà, ça. Ensuite, on soustrait T1. T1, c'est 293, presque 300. Et on soustrait gamma fois T4. 1,4 fois T4, et T4 il est quand même à 2173. Voilà, donc on a un terme du haut qui est négatif. Ça c'est pas normal, c'est pas normal. Donc là on a un truc qui est négatif, mais en fait c'est normal parce que vous vous souvenez, ici je devais faire moins W, et en fait j'ai juste regardé ce qui était là. Vous voyez le T2 il se retrouve ici, donc là j'ai un grand moins qui va se retrouver en facteur devant tout ça. Donc tout va bien jusqu'à présent. Donc j'ai un négatif, il faut que je calcule aussi ce qu'il y a en dessous. Donc le négatif du dessus, du coup ça va me faire du 1075 en haut, divisé par, alors ce qui est en dessous, donc le T3 c'est 1000 fois 0,4, donc en fait je vais avoir du moins 400, plus 1,4 multiplié par le 2173 et le moins T2, et T2 on a dit que c'était 950 Kelvin. Ok, et donc là j'ai du 1692,
Donc si je fais 1075 sur 1692, ça me prend du 63% à peu près de rendement. Donc là, vous avez un moteur diesel qui est effectivement beaucoup plus rentable, avec un rendement beaucoup plus important que ce qu'on peut attendre pour les moteurs, le moteur à 4 temps par exemple qu'on avait fait dans le cours, encore que ça dépendait du taux de compression. Donc là, le taux de compression est quand même beaucoup plus intense, puisque dans le moteur diesel, ce qui change par rapport au moteur à 4 temps, c'est que le carburant n'est introduit qu'une fois la compression terminée, et on joue sur l'autocombustion du carburant une fois qu'il s'est mis en place. Bon, il ne reste plus qu'à déterminer les transferts thermiques qui sont reçus par 1 kHz lors des évolutions entre les points 2 et 4, entre les points 5 et 1 et le transfert et le travail. Donc en gros, il ne resterait plus qu'à faire les applications numériques pour QC, W et finalement QF aussi. Donc je vous laisse les faire, vous avez toutes les formules qui correspondent, il ne restera plus qu'à faire l'application numérique.